cette 9e édition, eh bien, la thématique va tourner autour de l'innovation, et l'innovation dans tout le sens du terme innovation, c'est-à-dire innovation dans le financement, dans la technologie, mais aussi dans l'organisation. Et puis, bien entendu, le choc des générations. Aujourd'hui, on sait que nous avons des problèmes démographiques et il est nécessaire que nous nous interrogions sur comment préparer les jeunes à venir dans nos cabinets médicaux de demain. Aujourd'hui, on sait que l'évolution des pathologies, l'évolution des technologies vont vous faire prendre à l'ensemble des professionnels de santé un virage qui va impacter nécessairement l'évolution des métiers et des compétences. De plus, aujourd'hui, on ressent très bien de la part de la population un besoin de prise en charge. Et donc, il est nécessaire et impératif que nous répondions aujourd'hui, présents, pour répondre à ce besoin de soins de l'ensemble de la population. Les pouvoirs publics, effectivement, n'écoutent qu'eux-mêmes, mais ils peuvent parfois entendre. Je rappelle, et je le souligne chaque année, qu'il est de mise ici de débattre sans langue de bois. Bien évidemment, toujours dans le respect de l'autre et surtout dans ce cadre, dans la convivialité. Et on appelle à la tribune l'ensemble des participants de la table ronde sur l'innovation en financement. Brigitte Dormont. On a Roland Sambuc, Étienne Cagnard qui est arrivé, Joseph Degnaud, Bernadette de Victor et Mathieu Durand. On devait également avoir pour cette table ronde Mathilde Lignot-Leloup qui travaille à la CNAM. Elle nous a appelé avant de prendre son train, elle nous a appelé un peu après pour nous dire qu'elle avait raté son train. Tout ce que j'espère, c'est que la CNAM ne loupera pas les différents trains qui passeront au fur et à mesure. Donc je remercie les... Tout le monde est un peu à la recherche du paiement miracle qui fera en sorte que le médecin se comporte dans l'intérêt de son patient tout en cherchant à être efficient, c'est-à-dire à ne pas engager trop de dépenses de santé et en soignant quand même correctement son patient. Et donc mon intervention pour l'essentiel, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de paiement miracle. Ils ont tous leurs intérêts et leurs inconvénients et que ce qui est important, c'est de sortir du tout paiement à l'acte en France et de mettre en œuvre une organisation qui admette une diversification des modes de paiement. Donc, notre sentiment, c'est que ce qui verrouille, et c'est là le changement de logique qui nous semble indispensable, c'est que actuellement tout est verrouillé au niveau de la Convention nationale avec un seul système homogène de paiement de tous les médecins, alors que, nous le savons bien, et vous aussi, les médecins sont extrêmement hétérogènes dans leurs préférences. Il y en a qui veulent être payés à l'acte, comme d'habitude, et comme actuellement, d'autres qui voudraient être dans une maison de santé avec un budget qu'ils géreraient eux-mêmes, d'autres qui veulent être à la capitation. Donc il y a une grande diversité des médecins selon leur génération, selon leurs préférences, selon leur genre, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que cette diversité de préférences puisse être mise en musique par l'ARS, qui essaierait de faire des choses en rapport avec les préférences des médecins et en rapport avec les objectifs de santé publique de la région. Je crois qu'on est rentré quand même dans le vif du sujet. J'étais un peu surpris de cette présentation parce qu'éventuellement, pour certaines diapos, si j'avais vu ça il y a 20-25 ans peut-être, attendez, moi je trouve qu'il y a des diapos qui sont surannées, je ne m'y retrouve pas. Hein. Quand vous dites que le moindre coût est à l'hôpital, est-ce que vous êtes sûr que vous avez tenu compte des frais de structure ? Si le constat n'est pas bon, on va quand même avoir des problèmes sur les solutions que vous proposez. Madame, pensez-vous que le tiers payant généralisé ne sera pas source de multiplication des actes ? Je trouve que dès qu'on commence à parler dans ce pays, c'est-à-dire que dans le débat public, des questions de santé et de protection sociale, ça devient très rapidement, très rapidement, objet de, allez, disons-le, de conflit. On dit à peu près les mêmes choses. J'ai même tendance à penser qu'on viserait à peu près les mêmes objectifs. Le sentiment que j'ai, c'est que pour autant, on ne trouve pas toujours
ou suffisamment les bons compromis. Et pour qu'il y ait les bons compromis, il faut qu'il y ait le bon jeu d'acteurs. Et là, je pense qu'on est vraiment, vraiment dans ce pays en difficulté. Alors, quelques questions en rafale sur les raisons qui peuvent nous conduire à changer de système de rémunération. Est-ce qu'on veut, je ne suis pas provocateur en commençant par celle-là, améliorer le revenu des professionnels, et notamment des professionnels mal rémunérés? Est-ce qu'on veut réorganiser l'offre de soins à travers un changement des rémunérations et des modes d'allocation de ressources? Est-ce que l'objectif, ça peut être de rééquilibrer l'offre de soins entre le nombre de spécialistes versus le nombre de généralistes, qui ne cesse de baisser en France, on va bientôt atteindre les 40%. Est-ce qu'on veut, pour être dans la ligne du rapport du Conseil d'analyse économique, auquel Brigitte Dormand a contribué, est-ce qu'on veut favoriser la prévention, travailler par exemple sur une réduction de la mortalité prématurée évitable? Est-ce qu'on veut travailler sur la lutte contre le cloisonnement? Est-ce qu'on veut développer les coordinations professionnelles en les rémunérant? Je crois qu'il faut se dire les choses. Une des raisons de l'attachement des médecins libéraux au paiement à l'acte, c'est la faiblesse des revalorisations qui, paradoxalement, les conduit à être attachés au seul mode de rémunération dans lequel ils retrouvent des marges de liberté. Si nous voulons garder à la fois la performance et la qualité de notre système, le paiement à l'acte doit rester la base, agrémenté de forfaits à la fois individuels pour des missions nouvelles, mais à la fois structurels pour le groupement des professionnels. Le paiement à l'acte nous fait vivre avec ce qu'on a et ce qu'on gagne. 23 €, franchement, pour une consultation de médecin généraliste, je vais être vulgaire, c'est vraiment se foutre de la tête du monde. Vous parlez tous en chiffres et en termes, mais bon sang, nous, on voit des patients, on voit des individus, on voit des gens qui se battent, et on se bat avec eux. Ils sont observants ou pas observants, mais j'aimerais quand même que vous compreniez que on n'achète pas un diplôme en France, on le mérite, on travaille pour l'obtenir, on soigne des patients. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je voudrais que vous respectiez un petit peu notre travail. Moi, je considère aujourd'hui que les généralistes sont mal rémunérés. Oui. Ma conviction profonde depuis des années, donc je n'ai pas changé. Simplement, je refuse de rentrer dans la logique consistant à dire la rémunération d'une profession, ça se mesure uniquement à la valeur de l'acte. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment compliqué pour un jeune médecin de devenir médecin. Il est vraiment compliqué d'avoir d'ailleurs une position par rapport à sa problématique potentielle avec ses futures rémunérations, ces rémunérations qu'il est en train d'imaginer parce qu'il n'en sait même pas ni le montant, ni l'origine, ni la forme qu'elles vont prendre. Les générations en place, sortantes quelque part, même si c'est à 5 ou 10 ans près, n'ont pas véritablement percuté le fait qu'il fallait absolument associer à cette discussion sur les innovations de rémunération, les nouveaux entrants qui, de fait, ne se sentent pas impliqués par le débat. Non pas intéressés, mais pas impliqués par le débat. Les jeunes sont en manque de motivation. Je les représente, je ne suis pas démotivé, mais n'ont pas d'allant pour aller vers les pouvoirs publics ou vers les générations en place parce qu'ils sont dans le rejet d'un modèle. Voilà. Un modèle qui, comme je l'ai dit, s'essouffle de lui-même, faute à personne. Mais ils sont dans une situation de rejet. Donc, si personne ne fait un geste vers eux, eh bien, que ce soit les pouvoirs publics ou que ce soit les médecins, ils rejetteront tout en bloc et ils s'installeront de façon différente. Le modèle de soins n'est plus le même. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes réactions que l'on avait avant. Il faut arrêter de vouloir préserver un modèle qui ne tient plus. Je pense que les jeunes générations, mais comme l'ensemble des générations, sont assez sensibles à la nécessité d'une valorisation de leur travail. Merci, un commentaire à chaud, ça marche là? Oui, oui. Un des 4 mousquetaires du comité d'organisation, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Alors je fais partie des cheveux gris qui a un consensus mou et qui a la complexité même, paraît-il, mais on en accepte toutes les critiques parce que ce qui nous intéresse, c'est le point de vue. Le titre de la réunion, c'est 2021, l'Odyssée de la médecine, c'est comment se projeter demain avec les acteurs d'aujourd'hui, dont tu fais partie. J'appelle à la table. Attendez, on peut applaudir quand même les intervenants de la table ronde qui ont été aussi très patients. Jean-Luc Arousseau, Pierre-Yves Joffard et Claude Évin. C'est quoi, Claude, la stratégie nationale de santé ?
Mais je crois que les pouvoirs publics ont besoin des professionnels de santé, mais les professionnels de santé, ils ont aussi besoin des pouvoirs publics. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que notre système doit bouger, doit évoluer. Il ne s'agit pas de faire la révolution, il ne s'agit pas d'avoir un grand soir du système de la santé qui ferait qu'on aurait mis en place une mesure qui réglerait tous les problèmes. Non, je crois que c'est un système qui doit évoluer dans la continuité, mais qui ne peut pas évoluer s'il n'y a pas une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, elle est de plus en plus réelle aujourd'hui. Nous sommes à un moment où, effectivement, il ne faut pas qu'on loupe ce virage, mais il faut qu'on le prenne parce qu'on a un système qui reste un système de qualité, mais qui n'est pas bien adapté à l'évolution épidémiologique, à l'évolution de la population et puis à d'autres sujets. Et la question de l'installation des professionnels de santé est quand même un vrai sujet. Il y a eu une enquête qui a été faite à l'échelle internationale entre 11 pays de l'OCDE concernant la confiance des médecins dans leur système de santé. Et on a vu que sur la période de 2007-2012, ce taux de confiance avait diminué. Et il y a actuellement, malheureusement, 37% seulement des médecins qui ont confiance dans leur système de santé. Un dernier point que je veux dire, qui est, alors là, général, c'est pas uniquement la confiance des professionnels de santé, c'est la confiance de tout le monde, c'est qu'il faut la mettre en route, la stratégie nationale de santé. Il faut la mettre en route. Il y a une urgence, si on ne met pas en route au moins les points principaux. Alors, on ne va pas tout faire à la fois, bien sûr. On aura les uns et les autres pas confiance dans la stratégie nationale de santé si elle n'est pas rapidement mise en place. Qu'est-ce que c'est que la stratégie nationale de santé? Ça, c'est une bonne question. En lisant le rapport, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que ça balaye très très large. C'est que ça évoque énormément de sujets. Au final, on ressort de la lecture avec une petite frustration, c'est-à-dire que ça manque un peu de définition de priorité, alors que ça balaye très large et effectivement, on parle très peu d'efficience. Or, ça a été rappelé, l'efficience, la recherche d'efficience est absolument nécessaire. Qu'est-ce qui bloque? Là, je vais revenir sur le paiement à l'acte. Oui, le fait de payer chaque intervention de chaque professionnel, de payer comme ça de manière très découpée, eh bien, fait que ça n'incite pas du tout à la coordination entre les différents actes. Non, mais j'en ai marre, là, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre que le paiement à l'acte est l'obstacle à la coordination entre la ville et l'hôpital. Est-ce que nous sommes responsables quand on reçoit le courrier de sortie d'un patient 3 mois après? Est-ce que nous sommes responsables lorsqu'un patient est envoyé à l'hôpital et qu'on ne sait rien qui rentre à la maison, qu'on n'est jamais au courant? C'est pas possible d'entendre ça. C'est pas vrai, le paiement à l'acte n'est pas un obstacle à la coordination. La problématique, c'est que la coordination, c'est une vraie mission, c'est un vrai enjeu pour demain, et il faut le rémunérer. Il faut donc inventer de nouveaux modes de rémunération pour la coordination. Chacun semble être dans sa logique, sa compréhension et ses manières de penser, et ne prend pas conseil ou ne nous demande pas. Le monde libéral a sa façon de faire. Que les économistes de la santé viennent passer une semaine dans un cabinet de médecins généralistes et ils comprendront mieux comment on travaille. En cette fin de journée, moi j'ai envie de nous poser à nous tous la seule question qui vaille. Peut-on encore être optimiste sur l'évolution de notre système de santé après cette demi-journée? La solution est simple. Ceux qui, parmi vous, ont joué au rugby savent qu'une équipe qui gagne leur renforce ses points forts. Une équipe qui perd, elle essaie malencontreusement de pallier ses points faibles. Et comme disait le poète, nous savons bien que les arrêtés sont faits pour que les choses n'avancent pas, et les circulaires pour qu'elles tournent en rond. Donc ne soyons pas demandeurs de textes supplémentaires, saisissons collectivement notre destin et assumons-le très tranquillement en levant les freins, en nous laissant vivre et en laissant le système respirer. Voilà, me semble-t-il, les 3 bonnes raisons d'être optimiste, plus à 19h30 qu'à 16h. Je rappellerai, puisque certains n'étaient pas là hier, qu'il est de mise ici de débattre sans langue de bois. Hier, il y a peut-être eu quelques langues de bois, mais on a vu la salle quand même se mobiliser sur quelques éléments.
Et c'est ça, la Baule. Il me semble qu'il n'y a pas une seule bonne idée. Le modèle défini d'en haut n'est pas forcément celui qui va être le plus efficace, et qu'il faut vraiment qu'on le confronte à une réalité territoriale. Et donc cette logique de prototype avant déploiement au plan national me semble une bonne manière de faire évoluer notre système de santé. Ce dialogue, il est essentiel. Notre système de santé de demain, il ne se définira pas dans une administration parisienne, il ne se définira même pas dans une ARS, quelles que soient les qualités des DG d'ARS, Madame de Sol, il se définira dans le dialogue et l'échange entre les ARS et les professionnels de santé, et plus largement tous les acteurs de la santé. La ministre a insisté sur le fait que les médecins traitants devraient être des acteurs majeurs de cette politique de santé publique et de prévention. La ministre a réaffirmé que notre organisation devait s'articuler autour du médecin traitant. La ministre a souhaité développer, relancer un dossier médical personnalisé de 2e génération. La ministre a affirmé vouloir faire le choix d'une politique ancrée dans les territoires et dans les régions. Il ne faudrait pas que nous dépensions toute notre énergie à gérer la complexité du millefeuille sanitaire, ce qui est important, nous en convenons, en oubliant la technologie. Sinon, nous pourrions finir comme les journalistes ont fini face à Internet, comme les libraires sont en train de finir face à Amazon, comme l'industrie du disque est en train de finir face à iTunes et Apple, j'en passe, et des meilleurs. Le meilleur signe du fait que nous sommes à un changement de paradigme dans le système de santé, c'est l'entrée massive de Google dans notre bac à sable. Google rentre massivement dans le monde de la santé, avec des ambitions majeures. Google est un acteur industriel, alors que nous sommes, nous, des artisans, au sens propre du terme, au sens noble du terme. C'est quelque chose, c'est un événement majeur. Cela signifie que l'organisation de la santé va changer, va devenir plus industrielle. Alors, il y a une bonne nouvelle en matière d'informatique et de e-santé, c'est que le pouvoir des patients va baisser. À l'heure du big data et de la technologie, c'est pas sur Doctissimo qu'on va comprendre les conséquences des milliards d'informations de biologie moléculaire que les séquenceurs auront sorties sur notre système de santé, sur notre état de santé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le pouvoir des médecins va encore plus baisser probablement. Mais pourquoi nous faire peur ? Pourquoi la génomique ne s'intégrerait pas comme les révolutions précédentes, comme l'ère pasteurienne ou les antibiotiques ? Le génome, c'est très bien, mais ça ne représente pas tout l'être humain. On n'est pas réduit à un génome. Donc je pense on va avoir un problème dans le temps d'adaptation qui va être assez pénible, et je pense les médecins auront bien leur place là-dedans, et nous serons l'intermède entre la technologie et le patient. Laurent, désolé, je vais encore te prendre à partie. Les biotechnologies pour 2020-2040, oui, probablement, mais dans les années 90, on pensait qu'en l'an 2000, on aurait un skateboard volant, et j'attends toujours le mien. Cette évolution, elle va se faire progressivement, elle se fera par l'adoption à travers le grand public et à travers les professionnels de santé. Mais oui, le rôle du médecin va changer. La médecine que pratique mon père, ce n'est pas celle que je ferai. On va devenir plus expert avec des outils technologiques à notre disposition. Et à mon avis, on sera soit plutôt en amont ou en aval de ces technologies, soit en tant que conseiller de ces sociétés, soit en tant que vraiment qu'allié de santé, mais en remettant toujours le patient au centre, comme le pivot de la prise en charge. On voit que dans tous les pays de l'OCDE, aujourd'hui, il y a plus de docteurs et plus d'infirmières qu'avant la crise. C'est exactement le contraire de tous les autres secteurs. Les économies en général ont perdu de l'emploi, et la santé a gagné. Ça veut dire on a continué à embaucher dans le secteur de la santé partout. Maintenant, on parle des questions de, je dirais, second ordre. Ça veut dire la distribution de l'offre médicale. Ça, c'est la question la plus pertinente pour notre pays membre. Tous les pays de l'OCDE ont un problème avec ça. Au cours des 15 dernières années,
le nombre de médecins en France a augmenté de 20 000 depuis 1996. Parallèlement, le nombre de médecins libéraux, qui est actuellement à peu près de l'ordre de 120 000, qui se répartit, on va garder les ordres de grandeur, 60 000 généralistes, 60 000 spécialistes, voilà, ça donne des ordres de grandeur. Lui, il est resté stable. Hein, voilà, ça c'est votre vécu. Voilà, vous savez qu'il y a des confrères qui partent, qui ne sont pas remplacés. Globalement, cet effectif commence à diminuer. Donc, on en déduit que si le nombre de libéraux il est resté stable et qu'on a 20 000 médecins en plus, c'est donc qu'on a 20 000 médecins salariés. Voilà. Mon hypothèse, c'est que la majorité de ces nouveaux praticiens ne sont pas allés vers des tâches soignantes. Voilà. Les profils des médecins changent dans la profession. Je voudrais partager avec vous une étude que nous avons menée il y a 3 mois auprès de 1600 internes faite par la Sofres, 1600 jeunes internes, futurs médecins dans cette salle. 86% des internes déclarent comme premier critère de choix l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. 66% de ces 1600 jeunes internes seraient prêts dans leur carrière à changer de métier si la charge de travail devenait trop importante. 74% veulent travailler en équipe, 30% veulent travailler au maximum 4 jours. Quand on dit que les jeunes sont prêts à lâcher leur profession pour faire autre chose, je pense que c'est vrai. À un moment donné, on a une vie. Donc si le lieu d'exercice ne nous convient pas, les gens ne vont pas rester. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on nous apprend à exercer auprès du patient, on ne nous apprend pas à pratiquer dans un cadre institutionnel et administratif et financier d'ailleurs. Et à côté de ça, il y a le souci de la qualité de vie qui est important. Donc il y a beaucoup d'appréhension, ce qui ne veut pas dire qu'en fait une fois que les gens démarrent, ils sont si négatifs que ça. Mais il y a une grande appréhension initiale. Ah bah moi j'adore ce que je fais. Mais moi j'ai voulu faire psychiatrie depuis très jeune, depuis l'âge de 12 ans à peu près. J'ai fait médecine pour faire ce métier, je le fais et je suis passionnée toujours, pareil, depuis le début. Changement, beaucoup s'en inquiètent, mais finalement, quoi de plus dynamisant, quoi de plus passionnant que d'être un acteur à un moment de changement aussi formidable. Et je crois qu'au lieu de le craindre, il faut presque prendre son plaisir et s'engager à fond pour participer à cette période de changement, même si de temps en temps on se demande si on est capable d'agir dessus. Et je crois que dans toute profession qui va de l'avant, qui innove, eh bien, il y a des chantiers à ouvrir, il y en a qui ont été fermés, et puis il y en a qui vont peut-être tomber au milieu du gué. Mais aujourd'hui, ce qui a été quand même montré dans cette édition, c'est qu'on va vraiment de l'avant. Et on a vu plein de gens, le terrain, ne pas être opposés à l'innovation. Quand on parle d'innovation, quand on veut aller vers l'avenir, on se pose toujours un nombre de questions impressionnantes. Et une réponse amène toujours une autre question derrière. Donc ça me paraît quasiment normal. Et je dirais, ce ne serait pas normal si nous n'avions pas encore des questions pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir.